quand je savoure une recette de grand-mère, finalement, c'est une façon de lui rendre hommage. La fonction de ces recettes, c'est à la fois de trouver du plaisir, et c'est souvent des sources de réconfort. Une recette de grand-mère, ça remonte le moral. C'est un peu comme un endroit magique où on irait se réfugier et qui ferait qu'on se sentirait en sécurité. Ça a vraiment une fonction de sécurité émotionnelle et même de régulateur émotionnel. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre silhouette, ça marche également avec Silhouette. Nous allons parler justement de poids ce matin avec mes deux invités, dont un est coincé dans les embouteillages. Roselyne Levibas, vous êtes déjà avec nous, bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes psychologue, vous travaillez sur le comportement alimentaire et vous publiez Maigrir avec les recettes de votre enfance aux éditions Marabout. J'ai regardé votre livre, je me suis demandé comment on pouvait perdre du poids avec ça. Ah, ça, c'est une vraie question. Et là, franchement, je me suis dit, chapeau. Ouais. Alors, en fait, c'est parti de notre expérience clinique qui fait que, on reçoit avec le docteur Serog un certain nombre de patients qui ont des problèmes de poids, qui sont soit en surpoids, soit ont du mal à le stabiliser, soit on fait un certain nombre de régimes, des régimes souvent drastiques, et qui n'arrivent pas à perdre du poids. Et alors, ce qu'on a constaté, c'est que dans tous les cas, il y avait un mot qui avait complètement disparu de leur vocabulaire, c'était le mot plaisir. Voilà. Et donc, soit parce que le plaisir était interdit, et donc à ce moment-là, dès qu'on leur disait ce mot-là, ils avaient l'impression qu'ils allaient prendre 3 kilos, soit parce qu'ils avaient le sentiment que, ils avaient même perdu le goût de manger, et donc manger c'était pour uniquement se remplir, soit dans des cas plus graves, par exemple d'anorexie, les patients se refusaient même à manger ce qu'ils aimaient. Donc on s'est dit que c'était une vraie question, parce que manger sans plaisir ou maigrir sans plaisir, c'est pas possible. Manger, ça remplit pas uniquement une fonction biologique, on mange pas uniquement pour faire fonctionner son corps, mais aussi pour le plaisir et tout ce que ça peut apporter comme réconfort. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à leur demander, mais qu'est-ce qui leur ferait plaisir de manger ? Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Entre autres, évidemment, que les plats de l'enfance, finalement, c'était quelque chose qu'ils aimaient. Et quand ils l'évoquaient, ils avaient tout d'un coup les yeux qui brillaient, ils commençaient à sourire. Enfin bon, voilà, et c'est parti de ça. Et on s'est dit, on va reprendre les recettes de l'enfance, puis on va essayer de les alléger. En tous les cas, qu'elles soient moins caloriques, moins grasses, moins sucrées, tout en gardant la texture et le goût. Voilà. Twisté, pour reprendre un mot. Voilà, exactement. Et pimpé, pour reprendre un mot à la mode. Pourquoi les recettes de grand-mère et pas les recettes de nos mères ? Ah, ça, c'est vrai, c'est une question. Est-ce qu'on parle de la cuisine de nos mères ? Pourquoi vous sautez une génération ? Alors, on saute une génération. Dans cette histoire de transmission. Mais dans la transmission, il y a bien ce que les grand-mères transmettent aux mères, qui transmettent à leurs enfants. Donc, on voulait mettre l'accent sur la question de la transmission. Et d'ailleurs, les recettes de grand-mère, c'est vraiment très intéressant, parce que sur le plan, alors justement psychologique, c'est vraiment symbolique de la transmission, parce qu'on ne transmet jamais à l'identique. Finalement, une recette de grand-mère, il faut quand même le dire, c'est un mythe, parce qu'on a rarement la recette originale, en réalité. Bon. La grand-mère, elle était avant les livres. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment le propre de la transmission, parce que une transmission, c'est jamais à l'identique, ça se transforme, et c'est toujours une nouvelle création. Et si je peux dire, entre transmettre une recette de grand-mère à la mère et aux enfants, c'est pas la même chose que transmettre un vase, par exemple. Parce qu'un vase, ça se transforme pas. Une recette, par définition, ça se transforme. Et on va faire avec du présent, on va faire dans le présent quelque chose avec de l'ancien. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a parlé des recettes de grand-mère, pour bien mettre l'accent sur l'idée de la transmission et de la transformation. Et de l'histoire familiale et des racines. Tout à ce à quoi ça renvoie au niveau évidemment de l'identité culturelle, religieuse, sociale, familiale, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous appelez techniquement une recette de l'enfance ? Bien sûr, tous ceux qui nous écoutent, ils mettront chacun ce qu'ils veulent. C'est propre à chacun. Mais c'est quoi une recette de l'enfance ? C'est une recette qui est faite entre 1 an et 10 ans ? C'est le repas dominical partagé en famille ? Moi, je pense que la recette de l'enfance, la recette de la grand-mère, de la mère, c'est vraiment une recette, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est pas une recette gastronomique, c'est pas une recette où on va trouver des ingrédients spéciaux, extraordinaires. C'est très simple. C'est fait avec des ingrédients qui sont très faciles à trouver. Et l'idée, c'est que vraiment, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire facilement et qui n'a de sens que pour soi.
qui n'a de sens que pour soi ou que pour la famille. Ou pour les membres de la famille, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et c'est une recette qu'on va essayer d'ailleurs de reproduire à l'infini, en sachant qu'en général, on ne trouve jamais le même goût exactement. Non, jamais. Il manque toujours quelque chose, et c'est pas assez de ceci, c'est trop de cela, et on aurait dû faire. Ça donne d'ailleurs lieu à des discussions familiales extrêmement intéressantes. Et on le reproduit à l'infini. Moi, je dis en souriant qu'en fait, souvent, ce qui manque, quand on reproduit les recettes, c'est quelque chose de spécial. C'est l'amour. C'est peut-être la marmite d'origine. Voilà, et puis c'est l'amour avec lequel les mères et les grands-mères le faisaient, et puis évidemment on le retrouve jamais. Mais comme je disais au début, en fait ce qui compte, c'est bien ça dans la transmission, c'est que ça se transforme. Et d'ailleurs, ce qu'on peut constater, cette transmission, elle se fait souvent dans le sens descendant, mais aussi dans le sens ascendant. Elle se fait dans les deux sens, vous expliquez. Absolument, absolument, parce que quand je savoure une recette de grand-mère, finalement, c'est une façon de lui rendre hommage. C'est une façon de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour tout ce qu'elle nous a donné, et puis c'est une manière de lui rendre. Donc ça, c'est vraiment dans les deux sens, aussi bien au niveau psychologique, symbolique, mais aussi dans la réalité. Parce que parfois, on transforme une recette, on la redonne à sa mère ou à sa grand-mère, qui va la reprendre à sa façon. Ouais, ça marche dans tous les sens. Ouais. Quelle est la fonction de ces recettes ? La fonction de ces recettes, c'est à la fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, de trouver du plaisir, puisqu'on disait que finalement, quand on pense à la question de la recette des grands-mères, c'est la notion de plaisir. Donc vous évoquez le mot doudou. On dit que ce sont des recettes qui sont doudou. Et c'est souvent des sources de réconfort. Une recette de grand-mère, ça évoque, ça remonte le moral. C'est un peu comme un endroit magique où on irait, vous voyez, pas se cacher, mais se réfugier, et qui ferait qu'on se sentirait en sécurité. Ça a vraiment une fonction de sécurité émotionnelle et même de régulateur émotionnel, parce que quand on se sent pas très bien, on se tourne vers les recettes de grand-mère parce que ça renvoie à l'enfance. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le premier confinement, les gens ont convoqué des recettes doudou. Absolument. Beaucoup. Absolument, parce qu'ils se sentaient justement en sécurité. Et pourquoi ? Parce que ça renvoie à tout ce qui concerne l'identité. L'identité familiale, mais aussi l'identité culturelle, l'identité sociale. C'est comme si c'était apaisant. C'était sécurisant, apaisant. Vous dites que c'est une langue qui se transmet de génération en génération, finalement. Ces recettes. C'est un héritage, finalement, aujourd'hui. Oui, parce que les recettes, elles se transmettent par le récit, par la parole, par toutes les histoires qui sont associées, par le souvenir des grands-mères, des mères, des sœurs, des tantes, et puis tout ce qu'on raconte autour des recettes, évidemment, et tous les souvenirs qu'on a dans la confection des recettes, et du coup dans les repas, dans les repas familiaux. Avec quand même le goût qui est au centre de ces recettes. C'est la base, c'est ce goût. En fait, c'est le goût qui convoque. Alors, il y a l'odeur, j'imagine, peut-être aussi. Le goût, l'odeur, la saveur, le goût qui est à la fois très personnel quand même, voilà. Mais qui est en même temps très culturel. Le goût, c'est un mixte à la fois évidemment de goût personnel, mais aussi de tout ce à quoi ça renvoie au niveau familial ou social ou culturel ou voilà. Alors vous parliez de sécurité émotionnelle tout à l'heure. Donc c'était le point de départ de votre méthode, puisque c'est une méthode que vous proposez avec le docteur Patrick Serode, une méthode en 3 semaines au début, même si on sait que les méthodes ça marche pas toujours. Non, mais justement ce qu'on dit c'est que si on veut maigrir, Patrick en parlera évidemment parce que c'est sur son sujet sur le plan nutritionnel. Enfin si tout ce qu'on a pu constater c'est que les régimes qui sont trop rapides, trop intenses, c'est très bien, ça marche, mais ça tient pas. Voilà, c'est ça le problème. Alors 3 semaines, parce que 3 semaines, on a le temps d'abord de varier, de ne pas être dans une routine où on mangerait toujours la même chose, parce qu'à ce moment-là, on perd le plaisir. Et puis 3 semaines pour prendre le temps, effectivement, de maigrir, mais doucement. Voilà. Patrick, il dit 1 kilo par mois. 1 à 2 kilos par mois, voilà, il dit. C'est ce qu'il dit. Pour arriver au total à 15% au maximum de son poids de départ. Et on sait qu'ensuite, ça se stabilise. Vous m'avez beaucoup intéressé dans votre livre, surtout ces kilos qui sont des kilos émotionnels. Les gens peut-être qui nous écoutent ne savent pas pourquoi ils ont grossi, parce qu'on ne se voit pas grossir. Non. On n'arrive pas à dire à partir de quand on a grossi. C'est après quand on voit les photos qu'on se rend compte, mais on le sait rarement. Qu'est-ce que vous appelez, vous, ces kilos émotionnels ? Les kilos émotionnels, finalement, c'est quand on est confronté à un stress, à un conflit, à une contrariété, à une dispute.
On a envie de se réconforter, de s'apaiser, et la nourriture, c'est quand même formidable pour ça. Il suffit de prendre un carré de chocolat pour certains ou autre chose pour que tout d'un coup on se sente mieux. Alors ça procure un plaisir. Si vous prenez un carré, ça va. 2 ou 3 ou 10. Oui. Parce que quand on commence, pourquoi pas 10, voilà. Mais c'est vrai que ça procure un plaisir immédiat, assez violent et très apaisant sur le moment. Donc ça, c'est très bien. Sauf qu'évidemment, très rapidement, il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe. Et plus on va lutter contre ça, et plus ça va avoir l'effet inverse. C'est ce que vous expliquez. Oui. Par exemple, quand on est confronté à ce qu'on appelle un craquage, un craquage émotionnel, il ne faut pas le réfréner. Pourquoi est-ce que c'est stratégiquement une erreur de réfréner un craquage émotionnel au niveau de la nourriture ? Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que la nourriture, si vous voulez, c'est un moment où on va faire quelque chose. Alors, je le dis comme ça entre guillemets, c'est un moment où on va faire quelque chose pour soi. C'est un moment où on se retrouve soi-même. Et l'idée, c'est d'arriver à comprendre que la nourriture, ça représente, quand on a dans ces moments de craquage, un moment où on se coupe finalement du monde. Et si je le dis comme ça, il n'y a plus que le chocolat qui compte, si je prends l'exemple du chocolat. Et donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a tellement besoin de ce moment-là, de se retrouver avec soi-même à travers le chocolat. Voilà. Et ce qu'on dit, c'est... Le chocolat, la boîte de gâteau, peu importe. C'est rarement 1 kilo de navet. C'est pas 1 kilo de navet parce que c'est moins goûteux, justement. Voilà. Et ça a moins d'effet sur le plan cérébral, d'ailleurs. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, ça correspond souvent dans ces moments-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même ? Souvent, c'est parce que dans la relation avec les autres, que ce soit dans la relation familiale ou professionnelle ou sociale, finalement, on a passé beaucoup de temps à s'occuper des autres, beaucoup de temps à leur faire plaisir, beaucoup de temps à faire tout ce qu'on pouvait pour eux, enfin, en gros. Et à un moment donné, on a le sentiment qu'on en fait plus pour les autres, j'allais dire évidemment que pour soi-même, et parfois on se dit qu'on aimerait recevoir plus, qu'on aimerait, nous aussi à un moment donné, faire en sorte que les autres nous donnent, mais on n'ose pas demander. Et parfois on se sent injustement même traité, parce qu'on se dit il n'y a pas de réciprocité, je donne beaucoup, je fais plaisir, et puis ce sont des gens souvent qui sont très généreux. Ça, on dit souvent ça, que les gens qui ont du poids sont des gens très généreux. Et de fait, c'est pas je sais pas comment dire, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que on peut même le constater, au-delà de le dire. Exactement. D'ailleurs, les gens qui sont surpoids sont plus rassurants. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est ce que vous appelez le cycle du don. Voilà. Bon, voilà. Ça c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que finalement, quand on donne trop aux autres, enfin, en tout cas, qu'on a le sentiment de donner plus aux autres qu'on reçoit, à un moment donné, on va vouloir, d'une certaine façon, recevoir. Et qu'on va compenser avec la nourriture, c'est ça ? Qu'on va vouloir recevoir, mais on n'ose pas forcément demander. Et à un moment donné, on se dit qu'on a besoin de faire quelque chose pour soi-même. Et justement, manger, au sens, manger quelque chose qui nous plaît en plus, eh bien, à un moment donné, ça veut dire qu'on va faire quelque chose pour soi-même. Et si on ne comprend pas ça, on lutte contre soi. C'est comme si on disait, la personne dit, moi j'ai besoin à un moment donné de m'occuper de moi, finalement. Et si on lui dit qu'il faut faire un régime, ça sous-entend que finalement la personne ne peut pas s'occuper d'elle. Alors c'est très contradictoire et à ce moment-là, c'est vrai que ça dysfonctionne. On le voit aujourd'hui avec le recul qu'on a depuis ces quelques années, beaucoup de stratégies de perte de poids qui fonctionnent sont des stratégies pluridisciplinaires qui associent à la fois le nutritionniste et la partie psy, qui a été trop longtemps mise de côté et qui expliquait beaucoup d'échecs, puisque les gens, une fois qu'ils se remettaient à manger, ils remangeaient beaucoup plus. Oui, ils remangeaient beaucoup plus. C'est comme si on leur avait dit... alors c'est paradoxal, parce qu'on peut se dire, faire un régime, c'est s'occuper de soi. C'est très paradoxal. Et en même temps... D'ailleurs, au début, il y a un petit côté où c'est très dynamisant. Oui. Au début, quand on démarre un régime, ça vous booste les premiers jours. Surtout que ça marche dans les premiers jours. Finalement, au début, c'est très dynamisant, c'est très boostant, on se dit ça marche, ça fonctionne. Mais il y a un moment où finalement ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper de soi, c'est comme si ça se retournait contre soi, parce qu'il manque ce moment et cet espace-là où on va pouvoir être avec soi-même et où on va pouvoir se donner quelque chose à soi-même. Donc ce qu'on dit aussi, c'est comment, sur le plan là plus comportemental, c'est comment aussi trouver d'une autre manière des moments à soi, qui soient pas uniquement... Qui soient moins sucrés. Voilà, qui soient moins sucrés et qui soient pas uniquement concentrés sur l'alimentation. Donc c'est tout un travail aussi, c'est vrai. Vous avez beaucoup travaillé, vous, par exemple, sur les habitudes, mais il y a une stratégie qui consiste à dire on remplace une habitude par une autre habitude. Est-ce que, selon vous, dans les comportements alimentaires, ça fonctionne ?
À partir du moment où on a compris le mécanisme, à partir du moment où on a compris qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin tellement de, entre guillemets, craquer sur un certain nombre d'aliments, à partir du moment où on comprend qu'est-ce qui se passe dans la relation avec les autres, et ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passe dans le cycle du don, qu'est-ce qui fait qu'on donne autant aux autres, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on peut installer un programme, on peut installer des comportements. Un contre-programme, quoi. Absolument. Ouais. Mais il faut qu'il y ait ce mécanisme-là qui soit compris, sinon c'est une lutte avec soi-même à l'infini. Je dis souvent qu'il ne faut pas se tromper de champ de bataille. Voilà. Il faut trouver le bon champ de bataille. Une fois qu'on a bien trouvé le champ de bataille, on peut commencer à se battre. Sinon on se bat, c'est comme trop des moulins à vent.